Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette rencontre, vous dire à quel point je suis triste de ne pas pouvoir être physiquement avec vous. Malheureusement, comme je l'ai expliqué aux responsables de la maison et de l'université, malheureusement, l'institution que je dirige est l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes et je dois répondre à une convocation absolument impérative au moment qui était prévu pour ce colloque. Donc j'espère que ça n'est que partie remise et je vais vous présenter les quelques idées que j'avais préparées à l'intention, donc à votre attention et pour cette rencontre. Alors, je voudrais d'abord tout de suite limiter un tout petit peu mon propos pour éviter tout malentendu. Je ne vais pas vous parler de la violence domestique, de la violence de genre, d'un certain nombre de violences privées, de la violence subie par les enfants, ou sinon, accessoirement, ce n'est pas mon objet, mais ce que je vais vous dire qui concerne essentiellement la violence collective, sociale ou politique, la guerre, ça peut apporter, je crois, par les idées que je vous présenterai, de quoi réfléchir à d'autres formes de violence. Et puis je ne vous parlerai pas non plus de ce qu'on appelle parfois la violence symbolique. Pierre Bourdieu en particulier a écrit des pages intéressantes sur ce sujet, Robert Castel également. La violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui n'est pas nécessairement physique, mais qui fait que celui qui l'a subi ou celle qui l'a subi intériorise complètement les catégories d'un dominant. Pierre Bourdieu a écrit un livre très célèbre sur la domination masculine. Les hommes imposent aux femmes, d'après ce livre, une telle domination qu'elles ne peuvent que intérioriser et reprendre à leur compte le discours du dominant. C'est ça la violence symbolique. Je ne sous-estime pas du tout la question, mais je la laisse de côté. Enfin, et je termine avec ses limites, je ne vous parlerai pas de la violence d'en haut, de la violence de l'État. On dit souvent, et on cite évidemment Max Weber de ce point de vue-là, que la violence est un monopole légitime pour l'État, qui a le droit d'exercer de manière donc tout à fait légitime. Ça mérite discussion, ça mériterait beaucoup d'approfondissement, mais je laisserai ces enjeux de côté. Je vais donc me consacrer sur tout ce qui est violence sociale, politique, révolutionnaire, guerre civile, parfois même la guerre, avec une question, que veut dire ici sortir de la violence? Alors d'abord, c'est une question qui n'est pas si courante que ça, en tout cas dans les sciences humaines et sociales. J'ai consulté il n'y a pas très longtemps une étude très intéressante de John Gledhill et Jonathan Bright, d'un institut qui s'appelle Oxford Internet Institute, qui disent « c'est quand même curieux, l'étude de la violence guerrière occupe dans la recherche une place très importante, celle de la paix, beaucoup moins, premièrement. Et deuxièmement, il montre aussi qu'il y a peu d'échanges intellectuels entre ceux qui étudient la guerre et ceux qui étudient la paix. Et qu'il y a des grandes différences, des grandes divisions méthodologiques entre les deux registres, quelle que soit la région étudiée et quel que soit le problème étudié. Eh bien moi j'ai fait un peu le même genre d'observation, à savoir que la violence est un domaine tout à fait central pour les sciences humaines et sociales. Il n'y a pas un grand courant, une grande famille théorique, un auteur important même qui ne se soit pas à un moment ou à un autre confronté à la question de la violence. Donc c'est très étudié, vous pouvez voir il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de modes d'approche, mais si vous regardez la sortie de la violence, alors là, ça n'est pas le désert complet bien sûr, mais il y a très peu de recherches, c'est un thème qui n'a jamais vraiment intéressé les grands penseurs des sciences sociales, du moins en tant que tel, c'est, je vais vous le dire d'une autre manière, c'est un domaine qu'il faut construire, qu'il faut constituer. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, mais cela veut dire que les connaissances disponibles proviennent d'ailleurs que de la recherche en sciences humaines et sociales. D'où est-ce qu'elles proviennent? Elles proviennent de diplomates, d'ONG, de médecins, de travailleurs sociaux, de responsables politiques, de magistrats, de juristes, de toutes sortes de professionnels qui interviennent dans ce champ, qui peuvent avoir d'ailleurs une bonne formation en sciences sociales, évidemment, qui peuvent écrire des rapports tout à fait intéressants pour raconter comment ils ont fait du peacekeeping, du conflict resolution, du nation building et toutes ces choses-là, bien sûr, comment ils ont participé à des opérations de justice transitionnelle, comment, si ce sont des médecins, ils se sont préoccupés
du traumatisme subi par des victimes ou des acteurs d'ailleurs de la violence. Enfin, il y a un savoir gigantesque, mais ça n'est pas un savoir constitué de manière rigoureuse, scientifique, ça n'est pas un domaine des sciences sociales. Et donc, l'idée que je voudrais vous présenter, si je devais la ramasser ou la réduire comme ça à une image simple, nous allons essayer de constituer la sortie de la violence comme un domaine de la recherche. Et donc, je vais partir de là et d'une idée très très élémentaire. Ça n'est pas parce que le sang s'arrête de couler, que les armes ont été déposées ou cachées ou rangées, que la violence est finie au point qu'on puisse dire on est sorti de la violence. En réalité, les questions dont nous allons parler sont des questions qui vont durer longtemps après la sortie de la violence. Ça peut être un processus long et chaotique. Dans certains cas, 2 moments se succèdent dans le temps. Dans d'autres cas, la sortie de la violence commence alors que la violence physique n'est même pas achevée. On négocie, on prépare la suite, on fait déjà des efforts pour reconstruire quelque chose. Et puis dans d'autres cas, au contraire, c'est extrêmement différent. Parfois, on peut dater les choses. Je vous en donne un exemple. On peut dire par exemple que la fin de la dictature sanglante de Pinochet, c'est-à-dire la sortie de la violence, c'est le référendum au Chili de 1988 qui va ouvrir une phase de transition, puis la démocratie. Et la sortie de la violence durera longtemps parce qu'il y a encore même aujourd'hui, des gens pour qui ça n'est pas tout à fait terminé, en tout cas dans leur tête. Et puis, la sortie de la violence, ça peut être un processus de paix. Donc on peut dire que c'est un processus qui marque la fin d'une expérience, c'est des négociations, mais on n'est jamais certain que c'est terminé. Et en plus, on constate des choses assez désagréables, à savoir que la violence de la guérilla est terminée, dans certains endroits en tout cas, mais que la violence tout court n'a pas disparu, simplement à la place de la guérilla, il y a d'autres acteurs qui sont entrés en jeu, des mafias, des milices, et des choses comme ça. Et puis on peut croire qu'on est sorti de la violence, que des accords de paix ont été signés, sauf que 3 ans plus tard, un des chefs de la guérilla des FARC, qui avait donc signé la sortie de la violence, eh bien dit finalement les accords ne sont pas respectés vraiment, je retourne dans la guérilla. Vous voyez que ça n'est pas si simple que ça. Ensuite, c'est pas parce qu'un épisode historique est terminé que les passions autour de cet épisode se sont achevées. Je vais vous en donner un exemple que beaucoup d'entre vous certainement connaissez. Vous connaissez l'historien François Furet, qui est mort il y a quelques années. Il s'est rendu très célèbre dès la fin des années 70 par une formule très forte. Il a dit « La Révolution française est terminée ». À peine un siècle plus tôt, au début du XXe siècle, Clémenceau, lui, avait dit « Cette admirable révolution n'est pas terminée ». Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, François Furet ? Il voulait dire que quand on est en 1980, ou 85, ou 89, il l'a redit, donc près de 2 siècles après la Révolution française, ça y est, maintenant on sait qu'on est passé à autre chose, c'est terminé. Donc il a fallu 2 siècles pour que la Révolution française et ses violences s'achèvent. C'est un petit peu long, mais c'est une image très très forte, je crois, qui nous indique que la sortie de la violence peut durer très très longtemps. On sait aussi que la sortie de la violence, contrairement à ce que l'on pourrait souhaiter, bien sûr, n'est jamais nécessairement stable, définitive ou acquise. Il y a un institut de sondage, Gallup, très connu, qui a classé les pays les plus dangereux au monde du point de vue de la violence en 2017. Voilà la liste qui était proposée par Gallup. Les pays les plus dangereux au monde, donc les plus violents, c'est Venezuela, Afrique du Sud, Salvador, Soudan du Sud et Libéria. Ok, mais regardez un tout petit peu. Afrique du Sud, Salvador, Libéria. La violence politique a disparu, ou pratiquement disparu. C'est une autre violence que celle des années 60 ou 70 qui est arrivée. C'est une violence criminelle. Autrement dit, sortir d'une forme de violence ne veut pas dire qu'on sort complètement de la violence. On peut ajouter que les violences qui vont venir après ne seront pas simplement des violences
armées, des violences de groupes mafieux, de groupes qui pratiquent des trafics en tout genre. Ça peut être aussi une violence domestique. On s'est aperçu, par exemple, qu'après des années de violence politique, même quand elles s'arrêtent, les viols et les violences domestiques subies en priorité par les femmes, ou les homicides, donc le crime classique, peuvent être beaucoup plus nombreux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Je résume toutes ces observations. C'est pour vous dire, il peut arriver que les passions demeurent très longtemps, c'est le côté François Furet, et surtout, il peut arriver qu'une forme de violence disparaisse, mais que la violence se perpétue sous d'autres formes. C'est pour ça que j'ai évoqué donc les violences domestiques, par exemple. Alors, une fois que l'on a dit ça, il faut vraiment étudier ces questions, en ajoutant qu'en plus, il arrive que la violence laisse la place à des choses qui sont peut-être moins violentes, mais non moins graves. Si vous allez au Mexique, il n'y a pratiquement plus de guérilla, il y a plus de violence politique, ou très peu, il y a encore beaucoup de violences criminelles, et il y a surtout beaucoup de crimes organisés. Là, c'est la drogue, c'est le trafic de drogue qui vous permet de mieux comprendre tout ce qui se passe. Je lisais aujourd'hui dans les journaux, je lisais un tout petit article expliquant que les policiers qui venaient d'arrêter le fils d'un très grand trafiquant de drogue au Mexique, ces policiers avaient été attaqués par des dizaines et des dizaines d'hommes armés qui, quelques heures après l'arrestation de ce criminel, ont obligé la police à le libérer. Donc vous avez quelque chose qui n'a rien à voir avec la violence politique il y a 30 ans. Il n'y a pas forcément des morts, il n'y a pas forcément... mais c'est quand même terrible. Alors, voilà, si vous voulez, le contexte général dans lequel je voulais vous présenter quelques idées. Si on veut faire un peu de philosophie politique, on peut dire, je le ferai prudemment parce que je suis sociologue et pas philosophe, mais on peut peut-être dire que les premières grandes réflexions modernes sur la sortie de la violence remontent à Hobbes. Vous savez que Hobbes explique que l'homme est un loup pour l'homme quand il est laissé à l'état de nature, et il dit la réponse est très simple. Il ne faut pas laisser l'homme à l'état de nature parce qu'il s'entretue avec les autres hommes. Non, il faut confier à l'État, qu'il appelle le Léviathan, le soin de gérer la violence, d'en dessaisir en quelque sorte les individus. C'est très important cette approche parce que c'est ce qui va dominer pendant 3 siècles. Pendant 3 siècles après Hobbes, si je peux dire, on a pensé que la sortie de la violence, c'est d'abord l'affaire de l'État. C'est l'État qui doit la prendre en charge. Et on pourrait citer des auteurs importants qui s'inscrivent un peu dans ce paysage. J'en cite juste un, Norbert Elias, que nous a expliqué Norbert Elias dans son grand livre sur le processus de civilisation. C'est publié en français en 2 tomes. Eh bien, il nous dit les pulsions agressives, donc de violence, qui étaient très courantes au Moyen-Âge et à la sortie du Moyen-Âge, eh bien ces pulsions ont été canalisées, pacifiées, contrôlées à partir de Louis XIV, à partir de la cour. Elles sont désormais canalisées et du coup, il y a moins de violence parce que la cour, c'est-à-dire Louis XIV, c'est-à-dire le roi, l'État, c'est moi, disait-il, eh bien, a décidé de mettre en œuvre l'appropriation de ce que Max Weber, comme je vous le disais tout à l'heure, a appelé le monopole légitime de la violence. Et donc, il y a un processus historique qui a fait, nous dit Elias, que culturellement et politiquement, l'État a mis en place les dispositifs qui permettent de contrôler la violence. Ça, c'est pendant 3 siècles. Mais ce qui me semble très intéressant de constater, c'est que, grosso modo, tout ceci mériterait bien des discussions, mais depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50 et surtout 60, la sortie de la violence est devenue quelque chose qui n'est pas seulement, et peut-être même pas principalement, l'affaire de l'État. Et je voudrais illustrer évidemment cette idée par quelques remarques. Première remarque, on a vu s'imposer de plus en plus l'idée de droit de l'homme. Il faut dire de droit humain pour respecter la question du fait que le vocabulaire qui parle d'homme ne respecte pas beaucoup les femmes. On a vu apparaître une justice supranationale, les procès de Nuremberg. Et surtout, on a vu apparaître
par le bas et pas simplement par le haut, une idée très très importante. Il faut, pour sortir de la violence, s'intéresser aux victimes et pas simplement à l'ordre et à l'État qui ont été affaiblis ou que la violence menace. Et l'émergence des victimes, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fort à partir de la fin des années 60. Vous avez aux États-Unis les Noirs, les Indiens, vous avez évidemment dans plusieurs pays les Juifs, vous avez tous ceux qui ont été victimes ensuite d'un génocide, de crimes contre l'humanité, d'horreurs d'un type ou d'un autre. Donc, premièrement, vous avez des groupes entiers qui vont se mobiliser pour dire « nous avons été victimes et nous voulons sortir de la violence que nous avons subie en obtenant reconnaissance de ce qui a été notre lot ». Et donc c'est un phénomène très important, l'émergence de groupes. Il y a un de mes anciens étudiants, Chaumont, qui a écrit un livre qu'il a appelé « La concurrence des victimes », justement pour montrer comment tous ces groupes sont apparus et se concurrencent les uns les autres. Et puis vous avez eu deuxièmement un phénomène un peu différent, même s'il appartient à la même famille, qui est très important, l'émergence de la femme comme victime. C'est-à-dire que jusque dans les années 60 et même 70, une femme qui était violée, si elle allait se plaindre au commissariat de police, se faisait traiter d'une façon terrible qui était vécue comme un deuxième viol. On a parlé de double viol. Autrement dit, les violences subies par les femmes n'existaient pas dans la vie publique, dans la vie des institutions, de la même façon que les violences subies par les enfants n'existaient pas non plus. C'était des choses dont il n'était pas nécessaire ou pas bon de parler. Et puis progressivement, la femme, par ses combats, par ses mobilisations, parfois par les soutiens qu'elle a obtenus, parfois par les scandales, de mille et une façons, la femme est apparue comme un sujet, comme un acteur qui subit des violences, et par conséquent, sortir de la violence, c'est évidemment écouter ce que disent les femmes. On a eu des choses un peu comparables avec les enfants, sauf que c'est quand ils sont devenus adultes qu'ils ont pu parler. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église catholique, pour prendre juste un exemple, où jour après jour, on apprend à quel point les enfants ont subi des sévices de la part de prêtres. L'émergence des victimes, que ce soit les Noirs, les Indiens, les Juifs, les femmes, je mets tout ça dans le même ensemble, c'est évidemment des choses très très différentes, les enfants. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, sortir de la violence, c'est pas simplement dire il faut que l'État retrouve le monopole légitime de la violence, il faut que l'ordre règne, il faut que tout ça s'arrête. Non, c'est dire aussi il faut entendre et reconnaître les victimes. Mais dès qu'on dit victime, il faut parler aussi des coupables. Sortir de la violence, c'est aussi faire quelque chose des coupables. Qu'est-ce qu'on fait? Certains disent il faut qu'ils demandent pardon quand ils ont participé à des grands crimes de masse, à des horreurs. Mais qui va demander pardon? Parfois, les coupables eux-mêmes sont morts. Est-ce que c'est l'État qui les a employés, qui les a laissés fonctionner, à qui il faut demander pardon? Est-ce que c'est à eux-mêmes s'ils sont encore vivants, à leurs enfants? Est-ce qu'il faut des compensations, des réparations à faire valoir, comme quand aux États-Unis, des mouvements noirs demandent réparation pour l'esclavage? On rentre dans des questions très, très, très compliquées. Sortir de la violence, c'est écouter les victimes, mais c'est aussi faire quelque chose des coupables, sans se tromper de cible, puisque les enfants de coupables ne sont pas forcément coupables. L'affaire est d'autant plus compliquée que dans certains cas, une même personne a pu être victime et coupable. Et que, quand on regarde les horreurs, par exemple, des Grands Lacs, du génocide des Grands Lacs ou de l'ex-Yougoslavie, il y a eu des situations où il n'est pas si simple de dire que des gens ont été totalement victimes ou totalement coupables. Je ne vais pas rentrer dans des choses plus précises, parce que je risquerais de dire des bêtises, mais enfin, on sait très bien que ça n'est pas toujours si simple, et que quelqu'un a pu être victime d'abord et coupable ensuite. Un peu d'ailleurs comme... on le signale souvent, quand un enfant a été maltraité violemment par ses parents, il y a une probabilité plus grande que pour d'autres que lui-même, quand il aura des enfants, se comporte de façon violente avec eux. Donc on rentre dans des choses qui sont délicates. Sortir de la violence, c'est évidemment affronter aussi ces questions et savoir comment traiter les coupables. Quelle justice? Faut-il la justice?
j'indique tout de suite un grand problème, parce que j'en redirai quelques mots dans un instant. C'est terrible de se poser la question de savoir s'il faut plutôt la justice ou plutôt la paix. Si vous êtes dans un pays où des groupes se sont entretués, où il y a des violences terribles, et qu'un beau jour, il y a la possibilité de trouver peut-être une sortie, est-ce que vous allez privilégier la justice, c'est-à-dire on punit les coupables, ou est-ce que vous allez privilégier la paix, c'est-à-dire on fait en sorte que tout le monde se calme, même si la justice n'est pas parfaitement respectée? C'est un choix terrible, parfois impossible à régler. Et donc, voilà des questions qui vont se poser aussi par rapport au fait qu'il y a des victimes et des coupables, et qu'il faut peut-être de la justice, et qu'il faut aussi de la paix pour sortir de la violence. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus sociologue, en vous disant que toutes ces questions peuvent être analysées à différents niveaux. Je ne vais pas partir du plus bas pour aller vers le plus haut. On pourrait faire les choses d'ailleurs dans l'autre ordre. Au niveau le plus bas, qui est pour moi le niveau de l'individu, c'est pas un jugement de valeur, bien sûr. Au niveau le plus bas, celui de la personne singulière, si vous voulez, sortir de la violence, c'est regarder ce qu'il advient de la personne qui en a été victime, parce qu'elle a vécu la violence, elle en a souffert, ou qu'elle y a assisté, ou qu'elle en a réchappé, qu'elle a été atteinte dans son intégrité physique, ou dans son intégrité morale, ou intellectuellement. Et je dirais, c'est aussi s'intéresser aux coupables comme individus. Il y a toutes sortes de cas de figure, évidemment, et tout ça est extrêmement diversifié. Je voudrais insister sur un ou deux points. Tout d'abord, il est fréquent que sortir de la violence pour un individu, c'est régler un problème de traumatisme. Le thème n'est pas nouveau. Déjà, Freud, à propos de la Première Guerre mondiale, s'était intéressé à ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'il a appelé la névrose traumatique de guerre. Et puis depuis, donc ça fait plus d'un siècle, les psychiatres, les psychologues aussi, n'ont pas arrêté de s'intéresser à cette question. Qu'est-ce qu'on fait des victimes directes qui ont été traumatisées? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ont été affectés dans leur existence, qui s'en sortent? Mais comment? Plus ou moins bien. Ils ont connu l'angoisse. Certains ont connu la culpabilité d'avoir réchappé d'une expérience de violence collective. D'autres ont le sentiment d'avoir été abandonnés. Enfin, la honte, la culpabilité, le sentiment d'abandon, d'avoir survécu alors que les autres n'ont pas survécu. Toutes ces choses-là, il faut savoir les affronter, les gérer. Ça n'est pas facile. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Primo Levi, ce grand écrivain italien, juif, qui a connu Auschwitz. Il a écrit des lignes merveilleuses sur cette question. On pense qu'il s'est suicidé finalement. On ne sait pas exactement comment il est mort, mais il est assez vraisemblable que ce soit un suicide. Du côté des coupables maintenant, des auteurs de crimes, ou de leurs complices d'ailleurs, est-ce qu'ils n'ont pas été dépassés par leur violence? Ont-ils bien été responsables? Qu'est-ce qu'on fait de ces anciens combattants américains qui reviennent après la guerre du Vietnam et qui développent ce qu'on a pu appeler même parfois le syndrome post-Vietnam, c'est-à-dire agressivité, perte d'humanité, moment d'immense dépression, de désorientation? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Sortir de la violence, c'est régler évidemment les troubles de ces personnes, mais c'est aussi se poser la question de leur responsabilité, et si elles ont été responsables, la question de la sanction. Et donc, il y a mille et une façons d'envisager la sortie de la violence de ce point de vue-là, de se poser la question de la capacité aussi des personnes individuellement à produire le travail sur elles-mêmes qui leur permettra de sortir de là. Et si je devais résumer ce que je pense qu'il y a 3 sorties possibles de la violence quand on a été pris dans des événements qui ont été traumatisants, brutaux, etc. La première sortie, c'est ce que, je vais rester dans la psychanalyse un quart de seconde, c'est ce que Freud appelait la mélancolie. La mélancolie, c'est-à-dire, je n'arrive pas à penser à autre chose. Je pense en permanence au passé. Je ressasse, si vous voulez. J'avais un jour un étudiant qui était venu me voir pour faire sa thèse avec moi et qui m'avait dit, écoutez, je suis d'une famille arménienne. Dans ma famille, on ne parle que du génocide de 1915. Alors je vous en supplie, trouvez-moi un sujet de thèse qui parle d'autre chose, parce que je veux en sortir
Donc, il voulait sortir de cette mélancolie dans laquelle tout le monde baignait, si vous voulez, autour de lui. Voilà, parce qu'il n'arrivait plus à vivre. On l'obligeait en quelque sorte, lui aussi, à rentrer dans ses obsessions mélancoliques. Donc, c'est un mode de sortie que je ne crois pas heureux. Le deuxième mode de sortie possible, c'est le contraire. J'oublie. Allez, je passe complètement à autre chose, j'oublie tout et je construis une autre vie, je me reconstruis. Un peu, vous savez, comme cet homme dont j'ai oublié le nom, qui 3 fois dans sa vie est reparti après que sa maison est brûlée, sa femme et ses enfants étaient tués dans un incendie, enfin des horreurs comme ça. L'homme, à chaque fois, il est reparti. Peut-être. Je ne pense pas qu'il ait d'ailleurs oublié. Mais en tout cas, on n'oublie pas facilement. Et ceux qui ont voulu oublier complètement se font souvent rattraper par le souvenir, à un moment ou un autre de leur existence, et c'est très très difficile. Donc je ne pense ni que la mélancolie, ni l'oubli sont des bonnes voies de sortie individuelle de la violence. Et donc la troisième voie, là encore c'est un vocabulaire freudien, c'est celle du deuil. C'est-à-dire, je n'oublie pas, mais je me projette vers l'avenir. Je prends en compte ce qui est arrivé, ce dont j'ai souffert, le fait qu'il y a eu des horreurs dont moi-même ou mes proches ont dû pâtir, mais ça ne m'empêche pas de me projeter vers l'avenir. Je prends un cas extrême et évidemment admirable, c'est celui de Mandela. Lisez ses mémoires, lisez ce qu'il raconte, y compris, moi j'avais lu un chapitre du livre, je dois être le seul aujourd'hui parmi vous à avoir jamais lu les mémoires de Clinton, qui sont un drôle de bouquin, mais Clinton raconte sa rencontre avec Mandela, et voilà ce que dit Mandela. Clinton lui dit oh, « C'est admirable, comment est-ce que vous avez fait pour pardonner à la sortie de prison et pour voilà, devenir quelqu'un d'aussi généreux finalement avec ceux qui vous ont à ce point opprimé ?» Et Mandela répond « Un jour, j'étais au bagne, j'étais en train de casser les cailloux et j'étais en train de penser à mes enfants que je n'ai pas vus grandir, à ma femme que je n'ai pas vue depuis 15 ou 20 ans. Et je me suis dit, un jour je sortirai d'ici, je sortirai par le haut. Et bien ce jour-là, je pardonnerai et j'inviterai à l'inauguration, si c'est moi qui deviens chef d'État, j'inviterai à l'inauguration ceux qui m'ont enfermé, mes geôliers, tous ceux qui m'ont fait souffrir. Ce qui est une façon de dire, je n'oublie pas, mais je sors de là par le haut. C'est ça le travail de deuil, si vous voulez. Là, c'est un cas extrême. Alors, vous voyez, un premier niveau d'analyse, je n'ai fait que l'effleurer, qui consiste à s'intéresser aux victimes ou aux coupables comme individus singuliers qui, pour sortir de la violence, doivent opérer, ou ne peuvent pas opérer d'ailleurs, un certain travail sur eux-mêmes. Le deuxième niveau, c'est celui du groupe, de la communauté d'appartenance. Vous habitez dans un village qui a été détruit, vous vous relevez d'une culture qui a été anéantie, vous avez été expulsé de votre lieu d'habitation sans retour possible, vous êtes dans l'exil, vous devenez diasporique, si je peux dire, des choses comme ça. Et bien entendu, si c'est comme ça pour vous, c'est parce que d'autres groupes que le vôtre ont pratiqué la violence. Alors, ici, il y a des choses un peu compliquées, parce que les victimes ont une appartenance collective, une identité collective. Je suis villageois, je suis de telle culture, de telle religion, j'appartiens à tel territoire, j'appartiens à telle région, j'ai eu un tel groupe qui a eu telle ou telle histoire. Bon, sortir de la violence, c'est un peu le même problème qu'au niveau de l'individu, c'est de savoir si on est capable d'éviter la mélancolie, d'éviter l'oubli et de passer, si je peux dire, au deuil. La nostalgie, la mélancolie, c'est une chose. Le deuil, c'en est une autre. Je vous donne un exemple qu'une de mes anciennes étudiantes avait étudié. Elle avait étudié les femmes qui s'étaient retrouvées dans je ne sais plus quel endroit en ex-Yougoslavie, dans des camps de réfugiés. Des femmes chassées à l'occasion des purifications ethniques de l'ex-Yougoslavie, donc des femmes chassées de leur village et qui se retrouvent dans des camps. Et puis les horreurs se terminent, les camps sont appelés à se vider, et on dit à ces femmes, vous allez pouvoir choisir, ou bien vous rentrez chez vous dans votre village, qui est à reconstruire, mais on vous aidera, etc. Ou bien vous pouvez, on vous aidera aussi, aller dans la grande ville, trouver du travail et avoir une nouvelle vie. Et elle a démontré, je ne généralise pas sa remarque, mais je prends ça comme quelque chose d'intéressant, que les femmes qui ont choisi d'aller en ville, de construire une nouvelle vie, ça ne voulait pas dire du tout qu'elles allaient oublier ce qui leur était arrivé, mais elles allaient réussir leur vie. Alors que celles qui reviennent dans le village,
elles, n'y arrivent pas, ne s'en sortent pas, parce qu'elles sont reprises par ce que j'ai appelé tout à l'heure la mélancolie. Et donc je crois, moi, que sortir de la violence, c'est être capable de passer à autre chose sans oublier ce que l'on a vécu, ce qui peut impliquer, par exemple, pour un groupe, la capacité de faire revivre une culture, une langue, une histoire, une religion, de redonner de la vie à un territoire, des choses comme ça, mais sans s'enfermer, là encore, dans le passé. Ce sont des choses très, 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 très importantes. On pourra en donner des exemples si vous le souhaitez, bien sûr. Arrive un troisième niveau d'analyse qui est celui de l'État et qui, dans les conceptions, en tout cas très françaises que nous pouvons avoir, qui encapsule en quelque sorte la société et qui est en même temps une nation. Alors quand il y a eu des violences à ce niveau-là, l'État a été affecté, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la nation a pu l'être aussi, la capacité de vivre ensemble aussi. Alors là encore, on peut se poser le même genre de questions. À la fin du XIXe siècle, Ernest Renan, philosophe, philologue, enfin un grand esprit, a fait une conférence très très célèbre qui sous le titre « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et dans cette conférence, à un moment, il dit « Une nation, je le cite de mémoire, une nation doit savoir oublier. Si elle n'oublie pas les violences à travers lesquelles elle s'est construite, elle ne peut plus fonctionner. Si on n'arrive pas à oublier les guerres de religion entre catholiques et protestants, comment voulez-vous que les protestants minoritaires se sentent bien dans un pays catholique majoritaire? Et donc, il faut savoir oublier. Voilà ce que disait Renan. Mais aujourd'hui, personne ne veut oublier. Mais aujourd'hui, les gens disent « je veux faire appel à ma mémoire, je veux pouvoir être reconnu dans ce que j'ai souffert ». Et on va rentrer dans des discussions qui, au niveau de l'État, ressembleront un peu à celles que j'ai évoquées au niveau des individus ou des groupes, avec des dimensions qu'il faut ajouter. Un, c'est au niveau de l'État que peut se décider une politique pour la justice ou une politique pour la paix ou une politique qui essaie de faire marcher ensemble la justice et la paix. Exemple, en Uruguay, j'espère ne pas me tromper de pays, en Uruguay, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, il y a eu une dictature sanglante. Et puis c'est terminé, et puis quand tout ceci est terminé, le chef du gouvernement dit « on va faire un référendum. Est-ce que vous voulez ou non qu'on poursuive les criminels ?» Le référendum a dit « non, non, on laisse tomber tout ça. On veut la paix. » Et donc vous voyez, il y a des situations où les gens disent « je veux la paix. » Mais si on a tué votre fils, votre frère, votre père, votre amour, que sais-je, vous avez envie quand même aussi qu'il y ait de la justice. C'est pas si simple que ça. Et donc il y a des penseurs et des hommes politiques qui ont introduit entre la justice et la paix un élément supplémentaire, le thème du pardon. On va organiser le pardon, c'est-à-dire la réconciliation. C'est là encore une des grandes idées d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de commissions de ce type, vérité, réconciliation, ce genre de choses. Et cette question du pardon est une belle question. Il se trouve que j'ai été ami, il y a maintenant plus de 20 ans, avec Jacques Derrida, et qu'il avait accepté de discuter avec moi du thème du pardon. J'avais publié ça, c'est un texte qui circule encore beaucoup. Et il disait des choses merveilleuses sur le thème du pardon. Il disait le pardon c'est important, mais ce qui est intéressant, c'est pas de pardonner à quelqu'un qui vous a marché sur le pied, ça pose pas de problème. Le pardon est intéressant quand il s'agit de pardonner l'impardonnable. Alors je vous laisse méditer ce genre de questionnement ou d'affirmation. Avec le pardon, on rentre dans des questions délicates et peut-être sans fin, parce que pardonner l'impardonnable, c'est quand même pas très facile. Alors Derrida, d'ailleurs, dans cet entretien, notait que des chefs d'État demandent pardon, des grands leaders religieux demandent pardon, etc. Mais qui demande pardon? À qui demande-t-on pardon? De quelle légitimité dispose-t-on pour accorder le pardon ou pour le demander? Ce sont des questions délicates, mais qui font partie des politiques, des efforts politiques pour essayer de sortir de la violence. Alors vous voyez, l'individu, le groupe, la collectivité infranationale, l'État et la nation, et puis évidemment, il y a ce qui se joue au niveau mondial, qu'on peut appeler au niveau global. Certaines expériences de violence appellent un traitement à ce niveau-là. Et là, on rentre aussi dans des choses compliquées. Dans certains cas, des États vont se constituer en force capable d'imposer
justement la sortie de la violence, ou au moins l'arrêt de la violence, vont essayer de préparer la suite, de préparer la démocratie, de préparer l'état de droit dans des parties de la planète où il y a eu des guerres civiles ou la guerre tout court. Des ONG vont intervenir. Et là, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'analyser au cas par cas, bien sûr, les expériences, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans ce genre d'effort. J'y reviendrai tout à l'heure. Je dirais juste ici une chose, c'est qu'il me semble très, très important de s'intéresser ici à ce qu'on peut appeler la justice supranationale ou internationale et à sa capacité vraiment de fonctionner. Certains disent que la justice internationale, ça n'existe pas, que ça n'est jamais que la justice des vainqueurs. C'est ce que disait par exemple Todorov à propos des procès de Nuremberg. Alors, à ce stade, je viens donc de distinguer des niveaux. 4 niveaux avec quelques problèmes importants. Je voudrais maintenant réfléchir à d'autres aspects de la question. D'abord, je voudrais noter qu'on utilise beaucoup à l'échelle des grands problèmes de violence politique, de guerre civile, on utilise beaucoup l'idée que ce sont des conflits et qu'il faut passer au post-conflit. Sortir de la violence et rentrer dans le post-conflit. Et je pense que c'est une erreur que de parler ainsi, que le problème n'est pas de passer au post-conflit, le problème est de trouver les modalités qui transforment le conflit violent en conflit non violent, en conflit, si vous préférez un jargon un peu sociologique, institutionnalisable. Je voudrais maintenant faire une toute petite remarque et puis ensuite entrer dans des considérations un tout petit peu différentes. La petite remarque, elle est sur les questions délicates que pose pour le chercheur l'idée de sortir de la violence. Il y a d'abord, premièrement, une question de temporalité. Parce que sortir de la violence, ça peut être faire en sorte qu'elle s'arrête tout de suite, évidemment. Mais ça peut être aussi, comme j'ai pu vous le laisser comprendre, s'intéresser à la longue et même à la très longue durée. Et il est possible que les temporalités ne soient pas cohérentes entre elles. Que par exemple, pour arrêter la violence tout de suite, et pour une certaine période, on soit obligé de faire des choses qui compromettent la longue durée de la sortie. Donc, c'est pas si simple que ça. Je vais prendre un exemple. S'il y a du terrorisme, s'il y a des bombes, etc., qui sautent, il faut prendre tout de suite un certain nombre de mesures qui sont des mesures politiques, qui sont des mesures de police, qui sont des mesures juridiques, etc. Très bien. Mais peut-être que ces mesures vont exacerber l'inquiétude, vont être injustes, vont affaiblir la démocratie, affaiblir l'état de droit, parce qu'il faut que l'exécutif ait les coups des franges. Et peut-être que ces mesures vont contribuer, sur le long terme, à créer des conditions favorables à ce qui émerge d'autres formes de violence plus tard, d'autres tensions en tout cas. Alors, ça c'est un premier problème dont je voulais juste vous dire un mot. Deuxième problème, c'est quand on dit sortir de la violence, il faut voir que on ne parle pas forcément de choses qui ont eu la même intensité. Soit parce qu'on a des phénomènes historiques qui ne sont jamais les mêmes, on ne peut pas tous les mettre dans un même sac, soit même qu'à l'intérieur d'une même expérience, une personne peut avoir eu comment dirais-je, un long séjour dans la violence et un séjour beaucoup plus court. C'est une chose, par exemple, pour un gamin qui s'est fait enrôler dans une guérilla en Colombie, d'y être resté 6 mois, et puis viennent ensuite les accords de paix, c'est autre chose que d'avoir affaire à un vieux guérillero dont la vie, depuis 40 ans, est dans la même guérilla. Et donc, tout ça complique un peu les choses. Mais je voudrais réfléchir tout à fait autrement maintenant, pour vous dire comment je pense nous pourrions peut-être essayer d'utiliser certaines catégories pour l'analyse. Vous avez peut-être remarqué qu'en sciences sociales, depuis une trentaine d'années, le thème du sujet est devenu très important, le concept de sujet. Et on s'est mis à parler de sujet, mais aussi de subjectivation et de désubjectivation. Eh bien, je voudrais vous proposer un concept qui s'organise sur 3 points et non pas sur 2, et vous montrer que ça peut nous aider à réfléchir à la sortie de la violence. Je crois que quand des gens rentrent dans la violence, c'est à partir de transformations qui les font passer
de la subjectivité désirée ou possible ou virtuelle. Je suis un sujet, je construis mon expérience, je suis maître de mon existence et je reconnais que tout le monde doit pouvoir être sujet comme moi, donc je ne suis pas du tout dans la violence. Et puis ça c'est la subjectivité et donc la subjectivation qui est derrière. Et puis il arrive des moments où je ne peux pas être sujet, je ne peux pas me construire, je ne peux pas maîtriser mon expérience. Je rentre dans des logiques de désubjectivation, c'est-à-dire que je suis anéanti, je m'affaisse, je m'effondre, un peu comme ces chômeurs qu'étudiait dans les années 30 Paul Lazarsfeld, au début des années 30 Paul Lazarsfeld, vous connaissez peut-être ce livre très célèbre, Les chômeurs de Marienthal, petite ville d'Autriche où l'usine principale ferme, tout le monde est au chômage et les gens sont complètement démoralisés. Et par conséquent, ils restent au lit jusqu'à midi, ils se saoulent, ils se suicident. Enfin, ça, c'est la désubjectivation. Ils ne peuvent plus être sujets de leur existence. La violence, c'est peut-être une troisième étape. Ce n'est pas quand vous êtes épuisé, affaissé, etc., que vous allez passer à la violence. C'est plutôt quand vous êtes dans une logique de resubjectivation, alors excusez le jargon, de hypersubjectivation, vous retrouvez un sens. Vous aviez perdu les repères, ça n'avait plus de sens, votre existence, vous ne saviez plus où vous étiez. Et puis brusquement, une idéologie, une religion, une vision, peu importe, vous redonne des repères, vous redonne du sens, mais ce sens est nouveau et va impliquer la violence. Et donc je pense que si on veut réfléchir à la sortie de la violence, il faut réfléchir aux processus qui ont fait qu'on passe de la subjectivation éventuelle à la désubjectivation, et de la désubjectivation à l'hypersubjectivation violente. Parfois même, on peut aussi faire, les choses peuvent se produire directement de la subjectivation à l'hypersubjectivation, mais ça, c'est encore des choses difficiles. Et donc, sortir de la violence, à mon sens, c'est recréer les conditions qui vont permettre le retour à la case sujet, à la case subjectivation. Et donc réfléchir à la sortie de la violence, c'est se demander premièrement comment éviter que des gens deviennent autre chose que des sujets, c'est-à-dire des acteurs, c'est-à-dire des personnes, ou des groupes d'ailleurs, capables de maîtriser leur expérience, d'être capables de reconnaître à autrui le droit de maîtriser son expérience, ce qui n'exclut pas le conflit, mais ce qui implique le débat, le dialogue, la négociation, l'institutionnalisation du conflit. Et donc, comment est-ce qu'on retourne à cette case, ou comment est-ce qu'on empêche les gens d'en sortir, ou qu'on évite qu'ils en sortent? C'est un peu comme ça que je pense on a intérêt à réfléchir. Mais évidemment, ça n'est pas si simple, et c'est d'autant plus difficile que les chercheurs en sciences sociales ne sont pas d'accord entre eux sur la façon dont des acteurs se sont constitués en s'éloignant de la subjectivité telle que je l'ai évoquée il y a un instant. Je vais vous donner une illustration de mon propos qui est très simple et certains d'entre vous sont certainement au courant. Il y a 2-3 ans, deux parmi les meilleurs spécialistes français de l'islam politique se sont empoignés dans le débat public. Gilles Kepel et Olivier Roy. Alors, de l'autre côté, la dimension qui était pourtant peut-être principale, ils adorent la baston tous les deux. Donc ils se sont cherchés l'un l'autre. Un peu, vous savez, comme les deux chanteurs de rap qui se sont rencontrés un jour dans un salon d'aéroport et qui se sont tapés dessus. Bon, ils aiment bien ça. Je les connais tous les deux, donc on peut le dire comme ça. Mais au-delà de ça, au-delà d'une querelle d'égo et de narcissisme, il y avait une question intéressante. La question était la suivante. Qu'est-ce qui est premier dans ce qu'on appelle la radicalisation de type djihadiste? Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est les causes sociales? Alors, l'immigration, la banlieue, le racisme, les discriminations, la petite délinquance, la prison où on rencontre d'autres personnes, etc. Est-ce que c'est ça qui est premier? C'était plutôt ce que Kepel imputait à Roy comme façon de réfléchir. Ou ce qui est premier, c'est la religion. Pour comprendre ça, si on ne met pas d'abord l'islam, ou un certain islam, on n'y comprend rien. C'est une belle discussion. La vérité, c'est évidemment quelque chose qui combine les deux. Mais enfin, le débat nous a donné l'impression que c'était deux choses assez différentes. Alors pourquoi j'évoque ça maintenant? C'est pour vous dire que si je veux que des gens redeviennent sujets, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que je dois dire, ils ont eu des problèmes sociaux,
je simplifie, ils ont vécu dans des banlieues pourries, ils n'ont pas trouvé de travail, ils ont été victimes de discrimination, etc. Il faut reconstruire une vie sociale qui permette d'éviter ce genre de dérive. Ce serait plutôt le prolongement d'une analyse de type Olivier Roy, tel qu'on la lui impute, parce que son propos est toujours beaucoup plus compliqué. Mais, vous voyez, première hypothèse, les sources de la violence djihadiste sont sociales, donc il faut trouver des réponses sociales pour que des gens se retrouvent le chemin de la subjectivation. Mais si on dit le problème, il est religieux, la question, ce qui est premier, c'est la religion. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça pour permettre à des gens de retrouver le chemin de la subjectivation. Alors, au pays de Voltaire, certains diront peut-être, il faut casser la religion, il faut s'en prendre à l'islam, c'est l'islam ou l'islamisme qui sont coupables, et donc il faut resocialiser les gens en les sortant de la religion. Mais d'autres diront non, 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 c'est pas possible. Quand on est dans la religion, on est dans la religion. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ceux qui sont rentrés dans ces logiques violentes et mortifères, eh bien, tout en restant dans la religion, puissent sortir du côté violent. Et donc, on va faire appel à des imams pour nous aider à déradicaliser ces gens qui se sont radicalisés. Donc, vous voyez, selon que vous faites une analyse plutôt sociale ou plutôt religieuse d'une expérience de violence, eh bien, vous allez préconiser des modes de sortie qui ne seront pas du tout les mêmes. Et donc, c'est compliqué, parce que là, les sciences humaines et sociales, elles ont une énorme responsabilité. On n'est pas d'accord entre nous, on est avec Roy, ou on est avec Keppel, ou on essaie d'être entre les deux, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc je pense qu'il est vraiment très très important d'avoir conscience de ces difficultés. Je pense ensuite qu'on peut réfléchir, si on veut contribuer à la sortie de la violence, à la chose suivante. Comme je vous le disais au tout début de cet exposé, la sortie de la violence, c'est le domaine des experts, des consultants, des diplomates, des médecins, des psychiatres, des juristes, des avocats, des politiques, enfin, de beaucoup de gens qui ont des compétences professionnelles et qui interviennent dans des situations où il faut effectivement éviter la violence ou sortir de la violence. Ces gens-là ont des savoirs. Donc, une première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut travailler avec ces acteurs, qui sont aussi des gens compétents, pour fabriquer des processus de sortie de la violence. Mais cette démarche n'est peut-être pas suffisante, parce que qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous autres sociologues, politologues, anthropologues, etc. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Nous pouvons discuter et être un peu comme les travailleurs sociaux, les diplomates, les médecins, etc. qui interviennent. Donc, devenir presque un acteur, certes un peu plus compétent en matière de sciences sociales, mais devenir presque un acteur de la sortie. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Moi, j'aime bien être dans mon rôle de chercheur. Je n'ai aucune compétence de travailleur social, de médecin, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que si on veut contribuer à ce que se mettent en place ces processus que j'ai appelés de subjectivation ou de resubjectivation, mais non violente, eh bien, il est important de savoir, d'avoir une idée plus réaliste de ce que font les acteurs qui s'occupent de ces questions. Donc la proposition que je voudrais faire pour terminer cette conférence, c'est celle-ci. Sortir de la violence pour les sciences sociales, c'est évidemment étudier la violence, bien sûr. C'est évidemment étudier les processus tels qu'on peut les repérer de sortie de la violence. Mais c'est peut-être aussi s'interroger sur la façon dont nous pouvons contribuer à mieux comprendre l'action de ceux qui ont la charge de la sortie de la violence. Autrement dit, de travailler avec les médecins, les travailleurs sociaux, les diplomates, etc., tous ceux qui sont embarqués dans ces affaires-là, les ONG bien sûr, travailler avec eux et sur eux, mais pas pour les prendre comme des cobayes, non, pour les mettre en position d'analyser leur action et d'élever leur capacité d'action en élevant leur capacité d'analyse. Voilà le genre de démarche que je voulais proposer un peu en conclusion de cet exposé. Pour moi, sortir de la violence pour les sciences sociales, enfin contribuer à la sortie de la violence pour les sciences sociales, c'est analyser l'action de ceux qui concrètement en ont la charge. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous disant à la fois mes regrets de ne pas pouvoir être avec vous, et par conséquent mes regrets de ne pas pouvoir discuter avec vous. Mais c'est ainsi. Au revoir.